pas. C'était vos parents, vos grands-parents que j'ai accompagnés et que j'ai suivis et parfois soignés. Alors on voit que dans ce contexte-là, l'autobiographie, l'expression de soi, devient une valeur extrêmement précoce. Et il y a Marie Nimier, qui est un bon écrivain, je pense qu'elle doit venir souvent à Aix, et j'ai noté une de ses phrases. Nombreux sont les écrivains qui ont vu mourir leur père alors qu'ils étaient encore enfants. Et c'est le manque de père qui les a engagés à écrire. C'est-à-dire que le manque est une machine à fabriquer de la littérature. Le manque de père, les orphelins écrivent. Les orphelins, c'est Oedipe, c'est Romulus et Rémus, c'est Georges Perec, c'est parmi les écrivains, je ne sais pas si c'est vrai aujourd'hui, mais au XIXe siècle, presque la moitié des grands écrivains du XIXe siècle étaient des orphelins. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés d'imaginer le père. Et pourquoi est-ce que Georges Perec écrit ses parents disparaissent pendant la guerre. Ils ne sont pas morts, ils sont disparus, c'est pas du tout pareil. Hein. Il attend de retour, ils ne sont pas morts, il n'y a pas de rituel du deuil, on ne lui annonce pas la mort de ses parents. Et il attend. Il est mauvais élève, il attend. Et puis, à la Libération, il comprend que ses parents ne sont pas morts, mais ils ne reviendront jamais. Ils sont disparus. Et il a un certificat, non pas de décès, mais il a un certificat de disparition. Et il dit, ben voilà, qu'est-ce que je fais? Et à l'âge de 8 ans, il décide de devenir écrivain pour écrire l'autobiographie de ses parents qu'il n'a pas connus. C'est-à-dire qu'il ne peut que l'imaginer. Comme je vous proposais tout à l'heure, si on imagine un héros de roman, c'est parce qu'on veut, c'est notre porte-parole, c'est parce qu'on veut lui faire dire quelque chose. Donc l'objectivité en écriture, c'est zéro. Mais c'est l'expression de soi sous forme d'un essai philosophique ou psychologique, ou sous forme d'un roman, parce que les romans capturent le lecteur plus facilement qu'un essai. Et il y a des romans où il y a des romanciers qui ont un grand talent, et qui moi, je me laisse prendre hein, par l'incipit, la première phrase. Il y a des gens, des écrivains qui ont un talent extraordinaire. Je pense à Grimbert, oui, qui a écrit Le Secret. Son incipit, je le connais par cœur tellement il est frappant. Enfant unique, j'ai longtemps vécu avec mon frère. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? C'était exactement ça. En une première phrase, il pose le problème. Enfant unique, il est élevé par son père et sa mère, qui se sont connus à Auschwitz, parce que leurs deux parents, leurs deux conjoints sont morts à Auschwitz, et un enfant, un petit garçon aîné, est mort à Auschwitz aussi. Donc il est enfant unique, et pourtant, ses parents ont gardé les jouets du frère disparu, ont gardé les vêtements du frère disparu. Enfant unique, j'ai longtemps vécu avec mon frère. C'est un incipit magnifique, en quelques mots, il donne le thème du livre. Et le livre est passionnant comme ça. Et Georges Perec, à 8 ans, comprend que ses parents ne sont pas morts, ils sont disparus. Donc il comprend qu'ils ont été jetés et qu'ils sont en train de pourrir par terre. Et lui, enfant, et que personne ne va les ramasser. Personne ne va leur faire une sépulture. Alors à l'âge de 8 ans, ce petit garçon mauvais élève décide de devenir écrivain. Et il écrit, alors et dès l'instant où il décide de devenir écrivain, il dit je vais devenir écrivain pour écrire l'autobiographie de mes parents disparus. Et il ne connaît rien de ses parents, donc il ne peut que l'imaginer. Alors il cherche des indices, une clé, un journal que son père lui aurait offert. Ces indices, comme dans les romans, ces indices alimentent un récit. Et quand il a 20 ans, c'est un bon scientifique, il entre au CNRS, il a travaillé à l'hôpital Saint-Antoine. C'était un homme, un excellent scientifique, un excellent professionnel, très gentil, avec beaucoup d'humour, une très grande qualité relationnelle, mais en cachette, il écrit La disparition, qui a le prix Renaudot, je ne me rappelle plus en quelle année, mais vos machines
vous diront l'année avec précision. Et dans j'achète le livre, et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce style? C'est curieux, c'est étrange, c'est intéressant, mais c'est un drôle de style. Et je mets longtemps à comprendre que ce qui a disparu, c'est la voyelle E. Et ce n'est que dans le livre d'après W ou Un souvenir d'enfant que je comprends qu'il a écrit un livre sans la voyelle E pour désigner eux, mes parents disparus. Donc il donne un indice, la littérature de l'énigme, il donne un indice et ce qui fait qu'on est surpris, on est intéressé, comme une énigme, comme les jeux, comme les mots croisés. Tiens, il faut chercher, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut chercher, c'est très intéressant. C'est une littérature de l'énigme, alors que Victor Hugo fait une littérature du deuil, quand sa fille meurt noyée. Pendant plusieurs années, il est tellement malheureux qu'il est hébété, il est assis sur une chaise, il ne peut pas écrire, il ne peut pas parler, tellement elle meurt noyée dans des circonstances très, très douloureuses, non représentables. La vie revient en lui, je crois, je ne suis pas sûr, 3-4 ans après, mais il écrit une poésie que tous les élèves apprennent par cœur, tellement elle est belle, et à sa fille disparue, car vois-tu, je t'attends, je mettrai sur toi des bouquets de fleurettes, car vois-tu, je t'attends. Et il écrit à sa fille, qui est disparue, mais c'est la littérature du manque. Donc, comme dit Marie Nimier écrit parce que son père est mort quand elle était enfant, donc elle ne peut que imaginer son père. Georges Perec ne peut que imaginer ses parents. Victor Hugo ne peut que s'adresser à sa fille. Donc il y a une très grosse littérature du manque. Alors on voit que la motivation à écrire, c'est peut-être le manque, c'est peut-être aussi parce que j'ai envie de combler un manque, je me comprendrai mieux si j'écris ce qui m'est arrivé, et je me trouverai un ami invisible, le lecteur parfait dont j'ai parlé tout à l'heure, et je serai plus seul. Et c'est vrai que dans les signatures, c'est pour ça que j'affirme que tous les gens dans la salle, ici, ont un roman dans la tête. Parce que dans les signatures en 2-3 mots, tout le monde dit « voilà ce qui m'est arrivé, j'ai envie de l'écrire ». Et c'est bien, il faut le faire, parce que ça permet de combler un manque, donc il n'y aura plus un trou dans la représentation de soi, et ça permet de faire un travail, une élaboration, comme pour les cours d'amour. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de faire savoir aux autres, je ne serai plus seul avec un secret, avec un trou dans ma mémoire, quelque chose d'indicible. Alors on voit que les enfants mettent longtemps avant d'arriver à parler. Ils sont au cours, aucun enfant ne parle le jour de sa naissance. Le seul enfant qui a parlé le jour de sa naissance, c'est Pantagruel, qui s'était grillé à peine né, à boire, je veux du bon vin. Et on en apporta de tout le canton de Beusse et du Bibaret. Je ne sais pas où c'est le Beusse et le Bibaret, j'imagine que ça doit être vers Tours ou vers Montpellier, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le seul bébé qui a parlé le jour de sa naissance. Ce qui ne veut pas dire que les bébés ne comprennent rien. Je fais partie d'une génération, j'ai fait mes études à Paris, mais j'ai fait mon internat à Marseille et à Digne, dans les Basses-Alpes. Enfin, on appelait ça les Basses-Alpes, malheur, les Alpes de Haute-Provence. donc, on avait des profs que j'admirais beaucoup et qui nous enseignaient, tant qu'un bébé ne parle pas, il ne peut rien comprendre. Ouais. Il y a des mères dans la salle qui, j'espère, je pense, vont être étonnées par cette phrase. On nous apprenait ça, parce qu'on avait tellement divinisé la parole, fétichisé la parole, qu'on pensait qu'il n'y avait de connaissance, il n'y avait de compréhension que par la parole. Or, on sait maintenant que l'énoncé est important, bien sûr, mais l'énonciation, la manière de dire, est importante aussi, et que si on écrit un roman, c'est pas la succession de faits. Je reçois des manuscrits qui malheureusement sont souvent passionnants. Mais parfois, c'est que des énoncés. C'est pas un roman.
c'est pas un essai. S'il n'y a que des faits, c'est un rapport administratif, c'est un calculus qui fait j'ai échangé 3 chèvres contre un chameau. C'est pas, pour faire un essai, il faut que l'énonciation, le style, la rhétorique, gouleille et me permettent d'être passé d'une phrase à l'autre. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va lui arriver? Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire? Et maintenant, qu'est-ce qu'elle pense? Et là, si je suis happé, là, c'est un roman. Donc, c'est l'énonciation, la manière de dire et la manière d'écrire qui participent au plaisir de l'écriture et de la lecture, alors qu'il m'est arrivé de faire des déclarations d'impôts sur le plan poétique, je vous assure que c'est assez moyen. Donc, et pourtant c'est une écriture, mais c'est pas une écriture qui est rhétorique, c'est pas une écriture pour me charmer. Il faut que le lecteur, l'écrivain, me chope, me charme. Il faut que ça gouleille dès la première phrase. Enfant unique, j'ai longtemps vécu avec mon frère. Toc, ça gouleille. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je suis impatient de savoir qu'est-ce que c'est que ce mystère. Alors, on voit que cette manière de parler, progressivement, est importante parce que, je disais tout à l'heure, la culture joue déjà un rôle majeur, et j'ajoute maintenant que la culture joue un rôle majeur avant la parole. On est en train de faire des travaux, puisque Macron m'a demandé de présider la commission des 1000 jours, qui j'espère, va donner de plus en plus de réformes pour la petite enfance. Et on a rendu observable que lorsque une mère s'adresse à son bébé, l'acte de parole, c'est pas le contenu, l'acte de parole stimule une zone précise du lobe temporal gauche du bébé, ce qu'on voit en neuroimagerie. Donc Françoise Dolto avait dit il faut parler au bébé, mais elle n'avait pas la méthode et elle n'avait pas les capteurs techniques qu'on a aujourd'hui. Donc on la croyait, beaucoup de psychanalystes l'ont cru, et d'autres ont rigolé, parler au bébé, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors maintenant que la neuroimagerie montre que on s'adresse au bébé, on stimule son lobe temporal gauche, et plus on s'adresse au bébé, plus on transforme la zone des sons en zone du langage. On circuite, on sculpte la zone temporale gauche du bébé en lui parlant. Et alors ça donne des décisions éducatives importantes, c'est que maintenant qu'on vit dans une civilisation polluée par les écrans, quand on voit que par exemple, on a fait cette enquête, le bébé arrive au monde. Et là, il y a beaucoup de travaux pour là-dessus. Le bébé arrive au monde. Dans l'heure qui suit sa naissance, il s'oriente vers le mamelon, il n'a pas besoin d'école, pas besoin de livres, pas besoin d'explications, il sait où est le mamelon, il sait ce qu'il faut faire. Mais il doit accrocher le regard de sa mère. À 30 cm, les saccades oculaires, la brillance des yeux. On sait, puisqu'on a fait les manipulations expérimentales à la Timone et maintenant en Belgique, avec Pierre Rousseau. Or, quand la mère regarde le bébé au moment où elle lui donne le sein ou le biberon, pour le bébé, c'est un événement extraordinaire. Il regarde sa mère et il tète. Quand la mère regarde la télévision en même temps, ou son smartphone en même temps qu'elle donne le sein ou le biberon, on a fait une tétine à manomètre, c'est-à-dire qu'on reliait la tétine à un manomètre qui tournait. La mère regarde le bébé, tac, 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 le bébé tète. La mère allume son smartphone, on regarde la télé, tac, 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 le bébé décroche. Françoise Dolto avait totalement raison. Elle n'a pas pu le démontrer, mais maintenant on démontre que, en parlant au bébé, on sculpte son cerveau et on tisse les premiers nœuds du lien, exactement comme je le fais quand je lis un roman. Comment ça se fait qu'à la fin d'un roman ou à la fin d'un essai, si j'ai bien lu, si j'ai eu du plaisir à lire, à réfléchir, j'ai rencontré un auteur dans l'imaginaire. Et quand je le rencontre, ça m'est arrivé, quand je le rencontre dans le réel, j'ai envie de lui dire merci. Je l'ai fait avec Grimbert. Il était étonné, il est plus jeune que moi,
Et j'ai eu envie de lui dire merci. Et il me dit, mais pourquoi vous me dites merci? Parce que vous m'avez fait comprendre des tas de choses sur moi. En écrivant votre enfance, vous avez parlé d'une partie de mon enfance. Grâce à vous, je me comprends mieux. Merci Grimbert, vous m'avez fait comprendre quelque chose. Je me comprends. Donc c'est une interaction imaginaire. Mais la littérature, même de fiction, est une rencontre. Sauf que ce n'est pas une rencontre réelle, ça peut être une rencontre réelle après, mais c'est une rencontre imaginaire, ce qui ne veut pas dire rien. C'est une rencontre imaginaire, l'imaginaire est structuré, l'imaginaire de Grimbert, le monde imaginaire de Grimbert était structuré très près du monde imaginaire. Je l'ai rencontré dans le livre, avant j'aurais pu ne jamais le rencontrer dans le réel. Il avait joué son rôle, je l'ai rencontré dans le livre, bien avant de l'avoir rencontré dans le réel. Alors on voit que maintenant, donc, le bébé arrive à la parole, il parle, il est sécurisé par sa mère, son père, où les psychanalystes nous avaient dit le père a un pouvoir séparateur, donc il doit intervenir plusieurs mois après la mère. La neuroimagerie montre que le père intervient pendant la grossesse de sa femme. Parce que s'il la sécurise, la femme transmet des substances de l'euphorie pour elle et pour le bébé qu'elle porte. Alors que si le père l'insécurise, la mère transmet les substances du stress, le cortisol ou les catécholamines, au bébé qu'elle porte. Donc la présence du père, si le père est sécurisant, si le père est maltraitant, bien sûr il est insécurisant, mais si le père est sécurisant, une mère sécurisée par son mari, sa famille, sa culture, devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Alors j'ai dit son mari parce que je suis né avant-guerre, donc ça reste dans ça. Mais maintenant, le mot mari est en train de disparaître. Hein. Il n'y a plus que les curés, les homosexuels qui veulent se marier maintenant. Les hétérosexuels se paxent et le mot mari disparaît. Donc, mais le mot bâtard disparaît. Et je crains que le mot père soit aussi en train de disparaître. Mais enfin, on en parlera tout à l'heure s'il vous plaît. Donc ça veut dire qu'il y a eu des livres. Alors Victor Hugo, alors, mon père ce héros, alors ça on a tous appris ça à l'école, c'était l'époque où les pères étaient héroïsés. Or, héroïser un homme, c'est le condamner au martyre. C'est le condamner à la guerre ou c'est le condamner à travailler 15 heures par jour à Gardanne et de lui dire tu es un héros. Oui, tu es un héros, mais tu auras la silicose à 45 ans ou tu vas mourir pendant les guerres napoléoniennes. Donc, oui, les hommes ont été héroïsés. Les femmes ont été héroïsées à la maison. C'est-à-dire, comme les hommes, elles ont été entravées, tuées. Alors on disait quand j'étais gamin, la femme c'est la fée du logis, la mère c'est la fée du logis. Oui, c'était la fée du logis, mais sa personnalité était complètement entravée. Elle n'avait pas de possibilité de s'épanouir socialement. Donc oui, c'était la fée du logis. Elle était pour son mari et pour les enfants surtout, mais elle, sa personne, ne s'épanouissait pas. C'était une culture d'il y a 2 générations. Or, maintenant, on constate que les jeunes femmes se développent, s'épanouissent beaucoup mieux grâce à l'école, parce que l'école devient la nouvelle hiérarchie de la société. Il y a 2 générations où dans les pays pauvres, ce qui faisait la hiérarchie, c'était la violence des hommes, pas des femmes, parce que les hommes sont plus doués pour la violence que les femmes. Dans la violence conjugale, c'est plus de 80% des hommes. Dans la violence délinquance, c'est plus de 90% des hommes. Dans la violence routière, c'est une très forte majorité d'hommes. Les femmes ne sont pas très douées pour la violence. Donc elles ont été handicapées. Mais maintenant que la violence n'est que malheur, la violence n'est plus glorifiée maintenant. Les hommes ne sont plus héroïsés à l'armée. Avant, il fallait qu'une femme mette au monde un garçon pour la guerre, pour la mine. C'est plus vrai du tout aujourd'hui, la nouvelle hiérarchie sociale, c'est l'école, où les femmes font des performances de mieux en mieux.
Et c'est ça. Alors, d'un côté, elles sont contentes parce que ça leur permet d'acquérir une autonomie sociale, elles se disent, mais les femmes, en se libérant par le travail, risquent de libérer les hommes du travail.